Salut à Bonjour tout le tous, monde. salut tous les amis cyclo, ça faisait longtemps Ça faisait longtemps. qu'on s'était pas retrouvés avec vous et quelle belle occasion. Franchement, une des plus belles courses de l'année, si ce n'est la plus belle course de l'année. On s'est dit comment ne pas faire une vidéo sur le Tour des Flandres qui pour n'importe quel passionné du cyclisme est allez. Franchement, pour moi c'est la plus belle course de l'année. Bon, on se régale, en tout cas on se régale devant notre télé chaque année de superbes vainqueurs. Pour ne citer que quelques-unes des légendes du cyclisme, Tom Dumoulin, Cancellara. Bref, ils ont tous gagné. On était plus loin avec des Merckx. Même des Merckx, des Beson-Bobet, enfin bon. Donc une des plus belles courses de l'année. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Tour des Flandres, il y en a peut-être. Et vous avez le droit de découvrir le cyclisme. Alors le parcours change très légèrement chaque année. Ouais, alors. Mais globalement on part d'Anvers. Sur cette année on part d'Anvers en tout cas et ils arrivent dans un petit bled en Belgique dont on passe dans les Flandres. Dans les Flandres. Depuis maintenant c'est le même arrivé que l'année dernière. Et on pourrait croire que c'est une classique type Paris-Roubaix avec beaucoup de secteurs pavés et assez plate. Mais ce n'est pas le cas. Somme toute, il y a beaucoup de secteurs pavés, mais c'est pas plat. C'est pas plat. C'est pas plat. Pourquoi est-ce qu'on connaît le Tour des Flandres? C'est pour ces monts. Tous les petits monts du Tour des Flandres, petits 17 monts. de mémoire, 17 monts, enfin pas 17 monts, 17 fois les coureurs franchissent des monts, et il y en a quelques-uns mythiques qui sont franchis plusieurs fois. Ouais, bah, les plus classiques, hein, le Quarmont, le Paterberg, ça reste les deux mythiques. Donc voilà. Le Paterberg, dont le sommet est environ une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Exactement. La dernière fois où il passe. Ce qui a lieu souvent à des petits contre-la-montre de 20 km qui arrivent du coup après 250 km de course et des montées jusqu'à 20% sur des pavés un peu dégueulasses où tout le monde se tire la bourre. Exactement. Et où les équipiers ont disparu depuis quelques mois. Ça fait longtemps qu'ils sont plus trop là. Voilà le Tour des Flandres, la reine des Flandriennes, celle qui ouvre la Semaine Sainte dans le cyclisme. Donc elle a été précédée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par quelques courses type le 3, type Gand-Wevelgem et puis cette semaine à travers les Flandres qui sont là un peu pour préparer le Tour des Flandres et puis le grand moment que tout cycliste veut gagner, un des monuments peut-être le plus beau, le Tour des Flandres. Alors si je me trompe pas, cette année c'est encore sur France Télévisions. Et c'est, je pense, retransmis en intégralité. Sur France Télé, c'est quasiment sûr, hein, tous les ans quand même. Alors il commence à 13h30 par la course féminine, ce qui est cool, ce qui est une belle visibilité pour le cyclisme féminin. Ils font de plus en plus ça, que ce soit France TV ou l'équipe. Et ça enchaîne dès 14h ou 14h30 avec la course masculine, ce qui nous laisse quand même 3 heures de vélo avec la plupart des noms. Vous vous posez devant votre télé, pas d'excuses, on regarde le Tour des Flandres. Bon, vous avez rien à faire dimanche, c'est le début du printemps, mais bon, il fera pas si beau. D'ailleurs, pour l'instant, ils annoncent du beau temps, mais ça peut toujours changer, donc on sait jamais. Bah, on espère autant de vent qu'à Gand-Wevelgem, parce que ça avait fait une superbe course. Avec les bordures, très beau Gand-Wevelgem, gagné par Christophe, qui commence à avoir un beau petit palmarès aussi. Deux monuments pour Christophe. Alors, si on revient au Tour des Flandres, ça s'est passé comment les dernières années, 2018? L'année dernière, une victoire de Niki Terpstra. Qui n'était pas le leader désigné de la Quick-Step. Y a-t-il vraiment des leaders à la Quick-Step, hein? Toujours la même tactique pour la Quick-Step, pour ceux qui connaîtraient là en plus pas forcément, qui découvrent un peu le cyclisme, c'est la grosse équipe des classiques. Peut-être même la grosse équipe du peloton, bon ça voilà. On sait que les objectifs chaque année c'est les classiques, les monuments, et ils réussissent globalement. C'est marqué de Koenig, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça sonne un peu belge, donc gagner le Tour des Flandres c'est leur objectif de l'année, très clairement. S'il y a un objectif pour la de Koenig Quick-Step, c'est gagner le Tour des Flandres. Oui, mais le Tour des Flandres c'est vraiment leur objectif. Et donc Terpstra l'année dernière. Devant une petite surprise, parce que je sais pas si même les connaisseurs de vélo n'auraient pas mis 10 euros Mats Pedersen. Sur Mats Pedersen, qui fait une très belle saison du coup l'année dernière. Exactement, Mats Pedersen qui fait deuxième, qui s'accroche dans la route Terpstra. Une course un peu bizarre l'année dernière parce que pour ceux qui se souviennent, Sagan était le grand favori, il avait la pancarte dans le dos. Et je pense sincèrement que c'était le plus fort l'année dernière sur le Tour des Flandres. On pourra en débattre, mais en fait il contrôle la course et il choisit un peu qui gagne l'année dernière, Sagan. C'est-à-dire que. Il choisit qui gagne.
Il se dit un peu, j'en ai marre de sauter sur tout le monde. C'est ça. En gros, vous regarderez la course si vous l'avez oublié, mais c'est un peu ça. Il contrôle les attaques et puis au bout d'un moment, il laisse partir Terpstra. Personne ne suit. Et bah, du coup, Terpstra va gagner. Personne suit. Nibali suit. Voilà, Nibali suit. Oui, pardon. Nibali le suit. D'ailleurs, il se fait lâcher, mais il s'accroche bien l'année dernière quand il se fait lâcher. Franchement, super Tour des Flandres de Nibali, ce qui confirme que c'est un super coureur. Et Terpstra rejoint devant, il y avait Van Barle, il y avait Langeveld, il y avait Mats Pedersen, bref un petit groupe de 4-5 qui était devant. Il les rejoint et puis à l'arrière Sagan attaque dans le Quarmont, si je dis pas de bêtises, ou dans le Paderberg, je sais plus, je crois que c'est dans le Quarmont qu'il attaque, pour aller faire une belle 6ème place. Van Avermaet faisait 5ème. Voilà. Ouais. Donc un beau Tour des Flandres. Terpstra c'est une demi-surprise, Pedersen c'est une totale surprise, Gilbert fait une très belle 3ème place. Une belle 3ème place pour un podium de Koenig classique. Deux quick-step, c'était encore des quick-step à l'époque, deux quick-step sur le podium assez classique. Exactement. On espère qu'ils feront aussi bien cette année. On espère pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Tour des Flandres, c'est vraiment pour moi la course sur laquelle il n'y a quasiment pas de surprise. Quand je dis pas de surprise, attention, ça ne veut pas dire qu'on sait à l'avance qui va gagner, sauf quand c'était Cancellara qui courait. Mais c'est globalement plus fort. C'est un homme fort qui gagne. Ouais. Vous n'avez pas comme sur Paris-Roubaix où potentiellement vous pouvez avoir des Sylvain Dillier l'année dernière, vous avez plein dans l'histoire de Paris-Roubaix, il faut être un peu filou. Des Mathieu Eman. Si vous êtes un peu filou, vous pouvez vous en sortir. Tour des Flandres, ça se joue à la cuisse. Ça se joue à plus que la cuisse, même au mental. La cuisse, la tactique, au positionnement. Parce que c'est des côtes, c'est 15-20% pour certaines d'entre elles, sur du pavé, qui en plus est du pavé, enfin on vous passe les détails, mais c'est du pavé qui est un peu en pic comme ça, et sur lequel vous butez en fait à longueur de course, c'est un enfer. Donc il n'y aura pas de surprise cette année non plus. On peut mettre notre main à couper. Ça sera un homme fort, c'est-à-dire un des hommes qui est fort depuis le début des Flandriennes, qui va gagner, ou en tout cas il y aura un podium de gens forts. Ouais. Ça nous amène à une liste presque exhaustive. On en oubliera sûrement. On va essayer de ne pas oublier de favoris. Du coup, on va commencer par le vainqueur l'année dernière, qui est dans une équipe française désormais, Niki Terpstra, sur lequel Direct Energy mise beaucoup. À Direct Energy, il y a beaucoup de monde qui fait de superbes campagnes de Flandrienne. On a Anthony Turgis qui nous fait une 2ème place de Grand Game incroyable. Il y a Adrien Petit qui fait 6ème sur Gand. Ah non, mais Anthony Turgis c'était à travers les Flandres. Il fait 2ème. Et Adrien Petit qui fait 6ème sur Grand Game. Donc c'est vraiment cool. Et puis du coup, on se dit qu'il y a une belle équipe à côté de Niki Terpstra parce que Godin, il y a Pim Lidgard aussi qui est arrivé pour aider Niki. Donc franchement, belle équipe à côté de Niki. Après, il sera plus attendu cette année. Tu crois? Et il sera unique leader. Oui, mais finalement, il a quand même une équipe qui est vraiment beaucoup moins forte que l'année dernière. Tout mon respect pour Direct Energy. Ça roulait pas pour lui l'année dernière. Non, mais ça faisait comme d'habitude, ils attaquent les uns après les autres. Je sais pas, bon, Terpstra, en tout cas, il sera là. En tout cas, un des objectifs de Direct Energy, je pense, c'est top 5 sur. Il sera là, il va animer la course, il n'y a pas de suspense là-dessus, il sera présent. Ouais. Ensuite, on a qui d'autre ? Alors, je te propose de passer directement à la Quick Step. Dans ce cas-là, donc là, on a Yves Lampaert, on a Philippe Gilbert. Ça sera pas favori, Yves Lampaert. Non, mais c'est quand même des gros morceaux. Donc Yves Lampaert, Philippe Gilbert, Bob Jungels, qu'on peut considérer comme un outsider quand même au vu de sa saison flandrienne. Denex Stibar. Surtout. Ils vont quoi pour Stibar? A priori, c'est plutôt comme ça qu'on le sent. C'est l'homme en forme. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Stibar a gagné le 3. Alors j'aime bien cette stat, c'est qu'en général, ceux qui gagnent le Tour des Flandres étaient sur le podium de l'E3. Et si vous prenez sur les dernières années, en général, vous avez au moins 2 des 3 sur le podium de l'E3 qui se retrouvent sur le podium des Flandres. Donc un petit indice, regardez le podium de l'E3, ça peut peut-être vous donner un peu qui sera sur le podium des Flandres. C'est pour les joueurs de la route du Tour. Ça peut toujours servir. Si jamais vous n'avez pas encore fait vos enchères, les amis, il est temps. Et moi je suis pas d'accord avec toi parce que la Quick-Step adore rouler sur ses leaders en fait sur les différentes classiques et Stibar a été leader une ou deux fois déjà
Et je pense qu'ils vont essayer de faire gagner Philippe Gilbert pour une de ses dernières années dans le peloton. Gilbert, je le vois. Ouais, je pense qu'il va plus tenter Roubaix. Hein. C'est son objectif, Roubaix. Ça correspond moins aux qualités d'un Philippe Gilbert qu'un Tour des Flandres. C'était déjà son objectif l'année dernière. Il le gagne pas. Bon, on parlera du scénario de course tout à l'heure. Ouais. En tout cas, au moins 3 favoris, enfin au moins 2 ou 3 gros favoris chez Quick-Step comme d'hab. Lotto Soudal, on a Tige Benoît. Ouais. Bora, on a le favori absolu, absolu. Qui est Peter Sagan. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette image, hein, Peter Sagan qui va gagner son premier monument, le Tour des Flandres, qui remporte. Tout le monde lui parlait que de ça, je pense que ça devait le saouler d'ailleurs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de monument. Il n'avait pas gagné Milan-San Remo, il n'avait pas gagné Paris-Roubaix, et il va gagner le Tour des Flandres avec le maillot de champion du monde sur les épaules et en patron. Quoi. Sagan, si on s'attarde un tout petit peu sur lui. Sagan, si il la joue bien tactiquement, enfin, pour l'instant il fait pas une saison incroyable. Voilà, alors en fait, le débat en ce moment qui est un peu dans le monde du cyclisme, alors si vous êtes fan de cyclistes, on va rien vous apprendre, ceux qui le sont un peu moins, c'est que pour l'instant, Sagan, il fait une campagne de classique en demi-teinte. Il est clairement pas en mode Sagan qui roule surtout comme il pouvait l'être l'année dernière à la même époque. Certains avancent qu'il a des problèmes perso, il serait en phase de divorce, du coup ça pourrait expliquer. Après, ça reste Sagan, c'est-à-dire que Sagan il peut gagner n'importe quand, n'importe comment. Il a mis comme objectif Liège-Bastogne-Liège, il l'a annoncé, du coup il a certainement décalé un peu son pic de forme. C'est peut-être pour ça aussi que sur ce début de Flandrienne il n'est pas forcément au top. Après sur Milan-San Remo, dans le Podio, les jambes qu'il a, il suit avec des grosses jambes. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pas des jambes de quelqu'un qui... Ouais. Pareil sur le game. Ouais, mais sur Gant, il fait vraiment. Alors sur Gant, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit c'est Sagan, et Sagan finalement il aime pas les schémas de course classiques. Il a souvent dit qu'il s'ennuyait un peu sur un vélo à rouler. Donc ça lui arrive comme ça de faire ce qu'il a fait sur Gant. Il part dans la première échappée, il y a une espèce de bordure et puis il part. Bon, il roule pendant 100 bornes devant, devant. De fait, après il fait pas le sprint. Il y en avait d'autres qui étaient dans l'échappée qui ont joué derrière le sprint, ne serait-ce que Van Der Poel qui était encore là. Van Aert qui lâche un petit peu avant, mais ouais. Donc, soit on se dit, il a vu le truc, il est parti avec, et il s'est un peu cramé dedans, soit on se dit, il n'était pas très sûr de lui, et il se sentait pas fort au sprint, du coup il a tenté un coup. On va vite être fixé. Là sur les 8 prochains jours. Les Flandres, ça pardonne pas. On va vite voir l'état de forme. On verra. Ça reste un immense favori. Donc à G2R, il y a Nezen. On m'a envoyé un triste article comme quoi il serait malade. Moi j'en avais fait mon favori personnel parce qu'il fait une saison 2019 incroyable, son Paris-Nice époustouflant, mais toujours pas de son victoire. Deuxième au Milan-San Remo, mais toujours pas de victoire, comme d'hab avec Oliver Nezen. Super quoi. Donc effectivement on est aujourd'hui, à date quand on fait la vidéo, on est jeudi. Ouais. Et ils ont annoncé a priori qu'il aurait une forme de bronchite. Donc il serait quand même partant. Ça va, il est remis demain, à midi demain. Il serait quand même partant. D'échauffement. Mais on va voir dans quel état il part. En tout cas, Tom Boonen en a fait son favori. Et lorsque Tom Boonen, triple vainqueur du Tour des Flandres, vous colle l'étiquette de favori, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'a priori, vous partez pas. Voilà. CCC, Greg Van Avermaet. Deuxième immense favori pour moi. Est-ce que GVA va enfin gagner les Flandres? C'est pareil, je pense qu'en Belgique, tout le monde le saoule avec le Tour des Flandres qu'il n'a toujours pas gagné. Il a fait 2 fois deuxième, je pense, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, je vais vérifier. Je pense qu'il a fait au moins 2 fois deuxième. En tout cas, c'est 2 fois deuxième. Ouais, 2 fois deuxième. Il le fait en 2017 et avant, je sais plus. 2014. 2014. GVA, pour ceux qui ont suivi un peu, pour le coup, il est en forme. Il est en forme, mais il n'a pas gagné. Non. Enfin, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné sur la Flandrienne. Mais moi, il me fait forte impression. Et franchement... Tu le mets au-dessus de Sagan ? Alors, je m'aventurerai jamais à mettre quelqu'un au-dessus de Sagan. Non, j'allais plutôt dire que
si je devais positionner GVR entre Paris-Roubaix et les Flandres, je pense qu'au vu de ce qu'il montre depuis, il est très fort, il n'arrive pas à gagner au sprint en ce moment, parce qu'il se crame beaucoup avant, en même temps il n'a pas d'équipe, le pauvre vieux. Je mettrais bien sur les Flandres, parce que les Flandres c'est pas l'équipe, à part la de Conan Quick-Step, mais sinon c'est pas l'équipe qui fait la course, quoi. Ils vont, de toute façon, à 60 bornes d'arrivée, ils vont être tout seuls, donc bon, GVA. Et puis GVA, ok. Moi j'aimerais te parler de deux derniers favoris qui viennent du monde du cross et qui sont tirés la bourre pendant 2-3 ans sur le cross là, en mode il y a eux et personne d'autre. Wout van Aert, il Wout van Aert. Double champion du monde. Et Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel doit être triple champion du monde en cross. Et pour le coup, leur début de saison sur route est franchement incroyable. Van Der Poel il gagne tout récemment là. À travers les Flandres. Il gagne à travers les Flandres. Il fait une super course encore dans le game. Globalement, il est tout le temps placé, il fait tout le temps des top 10. Wout van Aert, il anime également en permanence les Flandriennes. Donc les deux sont plus qu'à surveiller et peuvent créer, je dirais pas la surprise, puisqu'ils sont désormais considérés comme favoris. Mais est-ce qu'on les voyait aussi forts en début de saison? Tu vois, à Noël, on se disait, est-ce qu'on les voyait aussi forts? Je suis pas sûr. Pas forcément, effectivement, mais ils sont quand même annoncés depuis longtemps. Et bon, c'est certainement le duo qui va animer beaucoup les classiques dans les prochaines années. En tout cas, ils sont jeunes, ils sont forts. Bah, tu me disais tout à l'heure, c'est Cancellara, Tom Boonen. Ouais, j'exagère peut-être un peu parce que Sagan n'est pas encore très vieux, mais ça peut faire un Boonen Cancellara dans les prochaines saisons. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Tout du moins, Greg Van Avermaet, Peter Sagan. Faire ça. Donc peut-être un futur duo énorme. Sûrement. En tout cas, 2019 est l'année de presque toutes les promesses. En tout cas, si vous aimez le cyclisme, c'est deux coureurs qui vous font forcément plaisir. Parce que comme ils viennent du cyclo, alors c'est pas très connu en France au cyclo finalement, on regarde pas tant que ça, mais c'est très resserré, c'est des courses d'une heure et demie, max à peu près, une heure et demie. Sur des boucles. Donc les gars en fait envoient tout le temps. Et tu sens dans leur façon de courir, Van Der Poel et Wout van Aert, dès qu'il y a une attaque, ils vont dedans, dès qu'il y a un gars qui part, ils le suivent. Ils courent pas comme des personnes qui courent normalement. Pour le coup, les monts des Flandriennes, on ressemble pas mal à ce qui se passe au cyclo. Les deux passent les monts facilement. Van Der Poel est plus rapide en vitesse de pointe en sprint. Wout van Aert me semble plus fort je pense sur les passes. En plus, il est plus habitué, on va dire, aux courses sur route puisqu'il est déjà venu l'année dernière. Sur les Flandres, c'est mon avis, on en parlera après dans les favoris, je mettrai Wout van Aert devant Van Der Poel, je pense. Ça dépend. Si ça arrive en groupe, en fait, je mettrai Van Der Poel devant, puisque le point de vue sprint, il est meilleur. Est-ce qu'on a oublié des favoris? Alors, je vais t'en citer plein, et tu m'arrêtes si tu vois parmi cette liste de favoris outsiders un potentiel vainqueur. Sepp Van Mark. Alors, évidemment, je vais citer Sepp Van Mark. Donc Sepp Van Mark, qui revient de blessure, qui est tombé au tout début. Alors, il tombe sur. C'est le 3 où il tombe ou c'est juste avant? Bref. Il se blesse. Sur le 3. C'est le 3. Il revient pour le Tour des Flandres. Certainement pas à 100%. Je pense qu'il visera plus Roubaix que les Flandres, franchement. Je peux voir. On va voir s'il fait une perf à cause. À voir. Matteo Trentin. Qui fait un gros début de saison. Très gros début de saison. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je le mets pas dans mon top 3. On verra, on fera notre top 3 après. Mais il peut faire une belle course, Matteo Trentin. Arnaud Démarre. Private joke. Non, pas private joke. Il a souvent été fort. Sur les Flandres. C'est peut-être un peu trop bien. Sur Roubaix, oui, mais sur les Flandres. Jasper Stuyven. Ou Degenkolb. Non, Degenkolb trop dur. Je vois beaucoup plus. Par contre, sur Roubaix, attention à Degenkolb à mon avis. Stuyven m'a un peu déçu sur ce début de Flandrienne. Stuyven, c'était celui qui avait les meilleurs résultats l'année dernière, je pense, quand on cumule toutes les classiques. Il avait fait des top 10 quasiment partout. Non, c'est pas non plus horrible ce qu'il fait cette saison pour l'instant. Bon, il part devant sur Gant. Il est dans le. Attends, je vais regarder ses classements. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, il fait top 15 à chaque fois. Franchement, il est un peu décevant pour l'instant. Je le mettrai pas dans les. Non. Christophe. On serait tenté de se dire. Je pense qu'il a pas les cannes. Ouais, c'est trop. Je pense qu'il a pas les cannes qu'il avait en 2016 quand il gagne 2015.
2015-2016 2015 je crois quand il gagne. Ouais, 2015, c'est ça. C'est peut-être trop dur cette année pour il a plus les jambes pour faire ça et c'est déjà incroyable, il a été gagné Gant, ouais. On l'attendait franchement pas. Non, pas pour moi, pas Christophe. Qui t'a d'autre en stock? Alors là, je passe côté outsider. Un petit Cofidis, genre Christophe Laporte. C'est saison un peu décevant, mais l'année dernière c'était assez propre. Non, trop dur. Lucro. Attention à Lucro, qui a affiché partout le fait qu'il voulait cette année faire des résultats. C'est un peu les seules 2 semaines dans la saison, 3 semaines dans la saison où il existe. Après, pour tous les fans de cyclisme, il existe, c'est-à-dire que c'est un énorme coéquipier, mais c'est la seule fois où il a les chances de gagner. Et Lucro, il a fait des très belles classiques pour l'instant. Des très belles classiques. Sur Gant, il a été fort, hein. Il est dans l'échappée, il repart. Après, Raw, je le mettrais plus sur Roubaix. Attention à Lucro sur Roubaix, je pense aussi. De Busquera. Ouais, Jens. Bof. Ballerini. Non, trop jeune encore pour aller faire les Flandres. Et t'as vu la compo de la Movistar ou pas? Il y a Valverde. Valverde. Non. Avec clairement pas Valverde. Par contre, il y a Jürgen Roland. Il peut nous faire une petite Jürgen Roland, il peut faire quelque chose peut-être. Bon, là on touche un peu au max des outsiders. Mats Pedersen. Et Mats Pedersen, la surprise l'année dernière, pourquoi pas. Alors, si on n'a pas, s'il nous manque un des mecs dans le top 3 qu'on n'a pas cité, n'hésitez pas à nous le dire et nous insulter, parce qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon de ceux qui pourraient gagner sur le Tour des Flandres. Et puis là, on va nous dire, vous avez quand même oublié Stein de Boulder, on sait jamais, il part en échappée. On sait jamais. Il a déjà gagné. On sait jamais. Maintenant qu'on s'est fait un petit tour. Ton top 3 enfin, ton top 3. Allez, ton top 3. Mon top 3. C'est dur, hein. C'est dur, franchement. Dans l'ordre? Ah bah, il faut dans l'ordre. Il faut dans l'ordre. Top 3 dans l'ordre. C'est dur. Allez. Il faut se mouiller. Ok. Van Aert, Gilbert, Van der Poel. Wow. Ah ouais, tu l'as mis les deux sur le podium. Ouais. Et Van Aert qui gagne le Tour des Flandres. Ouais. Alors, pourquoi? Pourquoi Parce qu'il m'a impressionné sur les quelques monts de Gand-Wevelgem. Ouais. C'était le plus fort sur les monts, en tout cas. Et c'est il est clairement dans son pic de forme. Et je le vois presque gagner en solitaire. Tutur, il prend des risques. Il prend des risques. C'est long, hein, le Tour des Flandres. Cette année, 270 bornes. C'est une des plus longues éditions sur les 30 dernières années, je pense. Attends, si je me trompe pas, il fait 6ème de Milan-San Remo, qui est long aussi. Il fait 3ème d'Estrade Bianche. Il fait 3ème d'Estrade Bianche, qui est plutôt long. Et il fait 2ème de l'E3. Et selon ma théorie, que vous avez compris, Antoine Mathieu, si vous êtes sur le podium de l'E3, vous avez 80% de chance d'être sur le podium de Tour des Flandres. Okay. Alors c'est un top 3 risqué, parce que j'ai ni Miss Sagan, ni Greg Van Avermaet. Donc attends, t'as dit Wout van Aert, t'as dit Gilbert en 2, et t'as dit Van der Poel. Ok, Gilbert en 2. Ouais. Tu penses que ça va être le leader de la Quick-Step sur ce Tour des Flandres? J'en suis persuadé parce que Quick-Step nous habitue à faire des roulements de leader sur les différentes classiques, justement pour brouiller les cartes, on ne sait pas qui est vraiment le leader ou autre. Et il va jouer sa chance alors que tout le monde va marquer d'autres gars. Et il va se retrouver à l'avant, un peu comme Niki Terpstra l'année dernière en fait. Et Van der Poel qui arrive le sprint du groupe derrière. Ok. À moi. C'est dur. En tout cas, pendant qu'Antoine Mathieu réfléchit, n'hésitez pas à vous nous dire votre top 3 en bas avant dimanche, sinon c'est de la triche. Ouais. Et puis on fera les comptes après, dimanche soir, on rigolera bien. Si quelqu'un trouve le top 3, on lui offre un t-shirt de la route du Tour. Allez, on fait ça? Si quelqu'un en commentaire trouve le top 3. On fait ça. Une participation par personne. Oui. On vous offre, on a des très beaux t-shirts. On les mettra un jour. Alors mon top 3, oh là là, c'est dur. Déjà prendre le risque de ne pas mettre un Deceuninck en 1, c'est déjà compliqué.
vu leur domination. Mais je vais mettre GVA en 1. Je vais mettre Stibar en 2. Ok, donc toi, ouais, Stibar, comme tu disais. Et Wout van Aert en 3. Donc, je ne mets pas Sagan non plus. Parce que je suis persuadé qu'il vise vraiment Liège-Bastogne-Liège et donc qu'il sera très fort sur les Ardennaises. Pourquoi Greg Van Avermaet? Parce que sincèrement l'année dernière je trouvais qu'il avait fait une mauvaise saison. C'est toujours compliqué. Hein. On en a parlé dans la vidéo de la CCC. Il fait pas une mauvaise saison, mais j'ai trouvé qu'il était en dessous des autres sur les grosses courses. Donc j'ai un peu peur cette année. Et finalement cette année je trouve qu'il est très fort, trop fort presque, c'est-à-dire qu'il se sent trop fort et il lâche des forces là, dans toutes les courses qu'il a faites. À chaque fois c'est lui qui ramène, pareil sur le 3. Il fait une grosse course, il ramène et après il se fait battre. Mais c'est rarement le mec qui se sent trop fort qui gagne le Tour des Flandres parce que ça saute sur tout le monde et il est marqué avec l'autre. Alors pourquoi est-ce que... Parce que je prends un risque, hein, la CCC il n'y a personne. Si on se le dit, franchement il va être tout seul. C'est une équipe, personne ne va l'accompagner. Mais finalement je pense que sur le Tour des Flandres, c'est l'épreuve sur laquelle c'est le plus confortable entre guillemets d'avoir personne. Je vais me faire taper dessus parce que tout le monde va dire, contre-exemple, la tactique de la Quick-Step. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Quick-Step? Ils vont balancer Jungels ou Gilbert, parce que moi je les vois assez bien peut-être balancer Gilbert. Ils vont balancer certainement parce qu'ils l'ont fait sur le 3 et ils vont balancer Jungels à 100 bornes de l'arrivée. Peut-être que cette fois-ci les équipes seront pas assez bêtes pour lui laisser 1 minute ou 1 minute 30 d'avance. Parce qu'il en a gagné une comme ça. Voilà. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que derrière, du coup, les types de la Quick-Step mettent plus un coup de pédale. Puis vous avez toujours un Gilbert ou un Lampert qui va emmener un Stibar. Ouais. Donc Stibar va pas mettre un coup de pédale et il va mettre un coup de pédale dans les 30 dernières bornes. Quoi. Et puis du coup, il suffit qu'il y en ait un devant pour qu'il n'y en ait aucun des autres favoris qui mettent des coups de pédale. On va se faire ramener par tout le monde. Et vu qu'il n'y aura plus d'équipiers à ce moment-là, eux, ils pourront attaquer. Je mets un mais cette année à cause de Wout van Aert et de Van der Poel. Ouais. Parce qu'on l'a vu là sur Gant, ils ont essayé de faire cette tactique-là. Alors Gant, ça cabosse moins que les Flandres. Hein. Et il y avait du vent. Mais on va avoir des Van Aert, ils vont attaquer dans tous les sens. Je suis sûr qu'ils vont attaquer dans tous les sens. C'est des gars qui sont faits pour l'attaque. Et mine de rien, la Quick-Step, ils vont pas pouvoir contrôler 50 attaques. C'est pour ça qu'ils vont partir. Ils vont en mettre un devant, ok. Si ça revient derrière, enfin il faut voir comment ils vont la jouer. Donc Van Avermaet sur ce petit jeu-là, cette année, je pense que je le verrai bien. Ensuite, je mets Stibar parce qu'il y aura forcément un De Koninck sur le podium. Et Wout van Aert parce que je suis comme toi. Je suis impressionné par son début de saison. Ouais. Et je pense qu'il est plus mature que Van der Poel pour cette course-là. À travers les Flandres, c'est pas la course. Voilà. C'est beau qu'il ait gagné, hein, il a fait un beau sprint. D'ailleurs, petite pensée pour André Turgis. L'année dernière, le Tour des Flandres, il fait 9e. Voilà pour nos top 3. Voilà. C'est qui la petite surprise? Si tu attendais une surprise, un gars dans un top 10 qu'on n'aura pas trop attendu, sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, le Tour des Flandres, il n'y a pas trop de surprises. En top 10, Langeveld, qui est souvent placé. Hein. Qui est souvent placé, tu vois, ça en entendu, il se retrouve devant. Langeveld. Moi j'en ai 2 en tête. Il y a Bettiol, qui fait un très beau début de saison. Ouais, du coup, qui fait un très beau début de saison et je serais pas... Ça c'est encore ta théorie, le 3. Il fait 4ème sur le 3. Je pense que Bettiol, mettez une petite pièce sur lui dans le top 6-7, ça peut passer. Et je suis curieux de voir, hein, c'est plus de la curiosité que ce que va faire Michael Matthews, qui a annoncé qu'il allait courir. Je crois qu'il est dans la start list, c'est bon, il a été confirmé. Et Michael Matthews, pour le coup, il ne pourra pas le gagner, hein, entendons-nous bien, en tout cas pas cette année. Il ne pourra pas le gagner à mon avis cette année, mais ça peut pour moi devenir un de ses objectifs dans les prochaines années. Hyper complet, qui peut passer les bosses. Il l'a montré sur le tour, hein, et sur d'autres grands tours, il est capable de passer.
s'il se prépare dans quelques années pour le Tour des Flandres, moi je pense qu'un jour il peut être pas trop dégueulasse sur le Tour des Flandres. Après, il commence à déjà être un peu âgé. Oh, il a 28. Ouais, 28 ans. 28 ans, Michael Matthews, donc il est encore. Voilà, en tout cas, dites-nous votre top 3, vos surprises que vous attendez. Surtout, ne loupez pas la course. Ouais. Pour tous les joueurs de la Route du Tour, eh ben, on espère que vous avez les bons. Parce qu'il y a souvent deux teams, ceux qui ont la team flandrienne et ceux qui ont la team les Ardennaises. Donc c'est pour ceux qui ont la team flandrienne. Ou ceux qui ont des mecs qui vont faire 12e sur les Ardennaises et les flandriennes. Donc ceux qui ont la team flandrienne, c'est maintenant, il faut marquer des points. Ouais. J'en fais partie, je crois que ma moitié, les 3/4 de ma team, c'est du flandrien, donc il faut que ça aille en ce moment. Bon, à la prochaine. Ciao.